Quand j'annonçais des cancers à mes patients avant d'en avoir un moi-même, je ne le vivais pas de la même façon qu'après en avoir eu un. Ce que je fais à la télé ou à la radio, c'est ce que je fais avec mes patients. Ne jouez pas un rôle, parce que ça fait fake, t'as pas de personnalité. J'ai eu une plainte au Conseil de l'Ordre dès que je suis arrivé sur France Info, de la part de l'Association des journalistes d'information médicale. J'ai été convoqué par le président du Conseil de l'Ordre qui m'a dit « Je vous écoute tous les matins, continuez ». Je me souviens de ma dernière matinée de consultation, je me souviens de mon dernier patient. Cette matinée a été très émouvante parce que c'est ma vie. Tu te lances dans le parcours d'un jeune qui veut devenir médecin et ça commence malheureusement par un échec puisque... Bonjour et bienvenue dans Les Pionniers, dans le tête-à-tête. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir le médecin préféré des Français, Michel Simès. Bonjour docteur. Bonjour Michel. Comment ça va ? Très très bien. Très très bien. Quand on est médecin, il faut que ça aille bien. Alors, tu es justement médecin avant tout, mais tu es connu aussi pour être un pionnier de la télévision, de la médecine à la télévision en France. Tu es spécialisé dans la chirurgie ORL. Tu entres dans les médias dans les années 90 et ensuite on te voit à peu près partout. Tu vulgarises. Ah non, c'est pas un reproche, c'est très bien, on est plutôt content. C'est juste pour l'ambiance de l'interview, quoi. Voilà, mais non, on est bien parti, mais parce que sinon on ne voudrait pas te voir encore ici dans cette émission. Évidemment. Donc tu vois, donc c'est qu'on aime ça. Tu vulgarises la médecine avec beaucoup d'humour. Tu partages ta passion en écrivant des livres et en promulguant des conseils pour que les Français vivent en meilleure santé et plus longtemps. Tu es aujourd'hui très engagé dans ce qu'on appelle le sport santé. Tu nous encourages tous à pratiquer une activité physique quotidienne. Alors, ton activité physique quotidienne à toi, c'est quoi ? Mon activité physique quotidienne, c'est déjà avec tout ce que j'ai dans la journée à faire. Donc déjà, je cours pas mal. Marathon, du lundi au vendredi. Et puis c'est du sport. C'est du sport, beaucoup de sport. J'essaye d'en faire plusieurs fois par semaine parce que non seulement... Alors, je fais des sports qui sont adaptés à mon âge maintenant et à mes capacités physiques et à mes articulations. Donc, je fais beaucoup de sport porté, je fais de la salle, je fais du cycling, du vélo de salle, je fais de la muscu, etc. Parce que j'ai les genoux un peu en vrac et il faut s'adapter. Alors, durant cet entretien, on va explorer tes pensées et ton mode de fonctionnement. C'est donc toi, le patient, aujourd'hui, docteur. Et pour vous, chers auditeurs et téléspectateurs, n'oubliez pas que vous pouvez retrouver toutes les émissions ainsi que du contenu exclusif sur lespionniers.tv et n'hésitez pas à vous abonner à nos chaînes et à nos réseaux sociaux. C'est parti Michel, on commence par ton parcours. Tu es né le 14 mai 1957 à Paris. Tu as un frère cadet, Franck. Tes parents Nathan et Anna sont d'abord tailleurs à domicile, puis ton père devient soldeur et ta mère négociatrice en immobilier, si mes informations sont exactes. Pour l'instant, tout va bien. Tout va bien. Tes grands-parents sont juifs polonais et ont immigré en France en 1922. Tes deux grands-pères sont morts en déportation à Auschwitz durant la Seconde Guerre mondiale. Quelle influence a eu cette histoire familiale dense sur ton enfance ? Sur l'enfance, pas énormément, parce qu'on parlait pas beaucoup de ça. Moi, j'avais ma grand-mère qui était pratiquement la seule rescapée, et on me parlait pas beaucoup de la Shoah et tout. Donc, je pense que inconsciemment, il y a eu des événements, mais inconsciemment, et consciemment d'ailleurs, cette génération, celle de mes parents, de mes grands-parents, ils sont venus en France finalement pour donner une chance à leurs enfants. Et donc j'avais une forme de mission qui était de réussir dans la vie, de faire des études pour que finalement ça nous protège un peu contre une éventuelle un autre problème autour des Juifs, autour de tout ce que représentait la famille. Est-ce que tu savais très jeune ce que tu voulais faire plus tard ou c'est venu progressivement ? Oui, je voulais être pompier, ensuite motard de la police, un peu comme tous les gamins, footballeur, parce que je jouais beaucoup au foot, je me suis aperçu que j'avais les pieds carrés, donc il valait mieux que je fasse autre chose. Et puis la médecine, la vocation, c'est pas une vocation en plus, hein, c'est venu plus tard, c'est vers quand j'étais en première, je crois, ou même en terminale, où je me suis dit que c'était un métier qui m'attirerait. Mais alors, tu te lances justement dans le parcours d'un jeune homme qui veut devenir médecin. Et ça commence malheureusement par un échec, puisque tu rates ton bac la première fois. Quel impact ça a eu sur toi ?
Malheureusement ou pas, parce qu'en fait, ça a été, je pense, avec le recul, le moment fondateur qui m'a fait dire plus jamais je ne raterai. Alors, j'ai eu des échecs après, évidemment, mais là, j'ai eu une telle hargne, une telle haine d'avoir raté ce bac pour 25 000 raisons. D'abord parce que c'était une injustice flagrante. Alors, je suis pas là à dire c'est la faute des profs, etc. Mais ce jour-là, la prof d'histoire m'a mis volontairement une note éliminatoire parce que j'avais dû dire un truc qui lui avait pas plu, alors que j'avais parfaitement récité mon cours. Et surtout, mes parents m'attendaient, pour les raisons dont on a parlé, m'attendait à la maison. J'étais le premier semestre à passer son bac, le premier semestre à faire même une scolarité normale. Et il m'attendait à la maison avec un seau de champagne et puis avec une bouteille dedans pour fêter mon bac. Et je suis arrivé, je ne l'avais pas. Et je peux vous dire que cette image, ça fait quand même un moment, resté. Ça fait 50 ans. Hein. Je l'ai encore en tête. Et ce jour-là, j'ai été, moi, complètement déprimé, eux aussi. Et je me suis dit, OK, plus jamais. Alors tu le passes une seconde fois et ça marche et donc tu commences. Oui, je n'ai pas raté mon bac 4 fois non plus. Il y a un moment, il faut l'avoir quand même si on veut faire médecine. Hein. Et voilà, et donc tu commences des études de médecine. Alors il paraît aussi que petit, tu voulais un petit peu être vétérinaire. Pourquoi tu as choisi plutôt médecine que véto? Je voulais être véto et des amis de la famille ont dit non, mais c'est très très difficile vétérinaire. Hein. C'est beaucoup plus difficile que médecine, donc fais médecine. Donc j'ai fait médecine. Alors je ne sais pas ce que sont les études de véto. Mais vu la difficulté des études de médecine, je me dis que ça doit être vraiment... C'est des cracks qui sont vétérinaires. Tu te spécialises dans la chirurgie ORL, donc otorino-laryngologique. Comment se déroulent tes études de médecine? Quel étudiant? Bien, je suis un peu comme... alors, j'ai passé ma première année du premier coup, ce qui est quand même... à l'époque. Oula. Alors ça, c'est quand j'étais interne à Chartres. Vous voyez qu'on déconne bien. Je sais pas comment vous avez vu cette photo. Ça, on a nos sources. On a nos sources. Et je fais des études bien, je passe d'année en année, je suis interne. Là, oh là là. Ah oui, on a des photos. Alors là, je suis toujours à Chartres. En fait, quand on est interne, j'ai passé 4 ans à Chartres, à l'internat de Chartres, avec des amis, avec Véronique, qui est encore très, très proche aujourd'hui. Et j'étais là, c'était une soirée rocker, parce que dans les soirées de salle de garde, les fameuses fameuses soirées de salle de garde, on déconnait pas mal. Et donc ça, j'étais le patron de la salle de garde. Et donc voilà, ça c'est un des souvenirs d'une soirée rocker. Et le type qui est à gauche là était et aujourd'hui, je crois qu'il est encore président du Conseil de l'ordre d'Eure-et-Loire. Donc c'est pour vous dire qu'on a grandi. D'accord, mais pourquoi tu t'es spécialisé en ORL? Alors, j'ai 2 réponses. La première, elle est médicale. C'est parce que je voulais faire de la chirurgie et que je voulais faire une spécialité qui concernait la tête et le cou. Et comme je m'ennuie très vite et qu'il y a 3 spécialités en une, d'accord, nez, gorge, oreille, je me suis dit, et que c'est une spécialité mixte, à la fois médicale et chirurgicale. Et la réponse que je donne quand je veux déconner un peu, c'est que c'est la spécialité dans laquelle il y a plus d'orifices. D'accord. Voilà. Effectivement, il y en a 5 et il n'y a pas d'autres spécialités avec autant de trous. C'est vrai, donc ça te fait beaucoup de travail. Tu veux des réponses, tu les as. Il y a les 2 réponses. Alors enfin médecin, tu te rends un jour dans un rallye au Sahara et tu rencontres des journalistes d'Europe 1. C'est là que commence ta carrière médiatique. Comment ça s'est passé? Très simplement, quand j'étais interne à Chartres, là, ce que tu as vu, j'écoutais France Info qui venait de naître j'écoutais les chroniques santé et pendant mes gardes à l'hôpital, parce que j'adorais expliquer, j'ai toujours adoré expliquer aux patients, j'écrivais des petites chroniques et puis la rencontre avec une journaliste d'Europe, c'était Europe 2 je crois, je lui ai dit tiens, j'ai écrit ça, qu'est-ce que t'en penses? Et un jour Europe 2 cherchait un chroniqueur scientifique pour écrire pour les journalistes. Ce que j'ai fait, j'ai commencé comme ça et après on m'a dit mais ce que tu fais est bien. On m'a passé à l'antenne et puis on m'a dit ce que tu fais est bien, tu devrais aller voir France Info. J'ai déposé une cassette à France Info à Pascal Delannoy qui m'a appelé dans la semaine. Un truc de fou. Voilà, bah oui, comme quoi, il faut pousser des portes aussi. Hein. Il faut faire, montrer et moi, et se faire repérer. Rien n'est impossible, même l'invraisemblable. C'est le titre d'un de mes livres. Voilà, je me suis toujours dit ça. Le pire qu'on puisse faire, c'est te dire non. Oui, voilà. Donc c'est pas un grand danger, c'est pas un grand risque. Il faut y aller. Donc tu vas justement à France Info et puis ensuite dans l'émission Télématin sur Antenne 2.
à l'époque. Ouais. Alors, je vais reprendre quelques étapes de ton parcours ici. Il en manque forcément beaucoup. Je peux pas parler de tout. Je suis plus tout jeune, hein. Non, mais c'est Donc, surtout que voilà, il y a une liste impressionnante. Alors pour ceux que ça intéresse, vous allez sur Wikipédia, il y a déjà beaucoup plus d'informations, mais je vais en donner quelques étapes. En 98, tu deviens rédacteur en chef et co-animateur avec Marina Carrère-Dancos du Journal de la Santé, qui devient le magazine de la santé sur France 5. Puis tu co-animes ensuite aussi l'émission Allô Docteur. C'est une aventure sur France 5 qui va durer 20 ans, jusqu'en 2018. Ces émissions d'information et de vulgarisation sur la médecine obtiennent d'ailleurs les meilleurs scores d'audience de la chaîne. Bravo. Tu as aussi été chroniqueur médical sur Europe 1 cette fois. Enfin, on a parlé d'Europe 2 et d'Europe 1 en 2005, sur RTL à partir de 2011 dans l'émission Ça va déjà mieux, puis sur France Inter en 2014 dans la bande originale. J'ai fait toutes les stations. C'est ça. Ouais. Toutes. Pratiquement, ouais. Toutes. Ouais. France Info, Europe, RTL. Tu avais déjà fait BFM Business? J'avais pas fait, c'est la première fois. Alors, tu vois, c'est pour ça qu'on t'a invité. Je trouve que les locaux sont très sympas, c'est pas impossible que je revienne. Ah, très bien. Je dis ça pour les nouveaux patrons, hein, c'est pas... Alors, tu es entré dans les médias de manière progressive, mais quand même intense. Est-ce que tu t'es posé la question de la compatibilité de ton métier de médecin avec une carrière médiatique? Alors, moi, je ne me la suis pas posée, mais on me l'a posée. Ouais. J'ai eu une plainte au Conseil de l'Ordre dès que je suis arrivé sur France Info, de la part de l'Association des journalistes d'information médicale qui estimait qu'un médecin ne devait pas venir prendre le travail des journalistes. J'ai été convoqué par le président du Conseil de l'Ordre, Louis René à l'époque, qui m'a dit « Je vous écoute tous les matins, continuez ». Donc, une fois que j'avais eu ça, après, je n'ai pas pris ma carte de presse volontairement, pour montrer qu'on n'était pas obligé d'avoir la carte du parti pour travailler comme informateur. Et ça ne m'a pas empêché de pas mal réussir pas mal. la suite. Et pas mal. Après, je cloisonnais énormément parce que j'ai continué jusqu'à la fin, jusqu'à ma retraite, à travailler à l'hôpital. Je consultais à l'hôpital et il y avait mes activités médias à côté. Et je cloisonnais. C'est-à-dire quand les gens appelaient pour prendre un rendez-vous avec moi, la secrétaire savait que si c'était parce que je l'ai vu à la télé, je ne prenais pas les patients. Donc je voulais vraiment, c'était deux choses. Les gens me parlaient, ah docteur, je vous ai vu à la télé hier. En 2 minutes, c'était réglé. Je ne voulais pas, je signais pas d'autographe à l'hôpital. Je ne prenais pas de photos en blouse avec mes patients à l'hôpital et tout. Donc il y avait un cloisonnement étanche entre mes deux activités. Oui, c'est vrai qu'on n'a pas trouvé de photos de... Ouais. J'ai toujours refusé les reportages de matchs, galas, etc. à l'hôpital. Alors tu poursuis, tu vas présenter les pouvoirs extraordinaires du corps humain sur France 2 avec Adriana Carambeu pendant 11 ans, de 2012 à 2023. Comment vous êtes rencontrés avec Adriana? Alors c'est Emmanuel Chin et Peggy Olmy qui travaillent chez Éléphant qui ont eu l'idée de nous associer. Je ne connaissais pas du tout Adriana, enfin je ne la connaissais pas, oui je la connaissais, mais je ne l'avais pas connue personnellement. Dans la vie, parfois, et surtout à la télé, parfois on crée des duos de façon assez artificielle, parce que les gens ne se connaissent pas forcément. Ça match ou ça match pas. Parfois, ça marche juste pour les émissions, et puis après, ça s'arrête. Nous, ça a matché tout de suite. On est devenus très amis. On est encore très amis aujourd'hui, malgré l'arrêt de l'émission. Et voilà, c'est des belles rencontres. Alors, belles pour Adriana, mais voilà, on a une vraie complicité aujourd'hui, une vraie amitié. Elle se confie beaucoup, on se confie beaucoup l'un à l'autre, on s'appelle. C'est une femme, en dehors de l'image qu'elle donne et puis de cette beauté extérieure, c'est une femme qui a énormément de valeur, qui bosse comme une folle quand on faisait les émissions. C'est une super nana. Adriana, je t'aime. Bon, très bien. Tu auras l'occasion de lui dire dès qu'on sera sorti du plateau. Non, je ne crois pas. Alors en parallèle, bien sûr, tu le disais, tu es toujours médecin. Tu avais arrêté de pratiquer la chirurgie justement à cause de tes activités audiovisuelles, mais tu continues les consultations. En juin 2021, tu termines ta carrière de médecin ORL à l'hôpital européen Georges Pompidou à Paris. Tu te souviens de ta dernière journée à l'hôpital? Oula. Je me souviens je me souviens de ma dernière matinée de consultation. Je me souviens de mon dernier patient. C'était un moment. Il ne peut pas en être autrement quand je me suis battu pendant 12 ans d'études pour être médecin, que j'ai exercé pendant je ne sais combien d'années, combien de décennies même, et que la dernière matinée, on sait qu'on va mettre sa blouse pour la dernière fois, qu'on va faire un geste pour la dernière fois, qu'on va voir un patient pour la dernière fois. J'ai pas bien dormi la veille.
Cette matinée a été très émouvante. En même temps, il fallait que je reste médecin parce que j'avais des patients à voir. Ouais. Elle a été émouvante de la part de mon chef de service aussi, qui était aussi ému que moi de me voir partir. C'était voilà, j'ai piqué la blouse jeudi à la PHP. J'ai piqué ma dernière blouse et elle est dans mon bureau. Elle est bien exposée dans mon bureau parce que c'est ma vie. Et donc tous les jours tu la revois. Je la vois tous les jours. Ouais. Alors merci beaucoup Michel Simès. C'est l'heure pour nous de nous plonger dans le monde de tes passions. Une de tes passions très visibles, c'est celle de la pédagogie. L'envie de partager ta passion pour la médecine. Est-ce que les médias t'attiraient depuis longtemps avant d'y plonger ? Je pense que oui, parce que quand j'étais gamin, jeune adolescent, j'allais assister aux émissions de Jean-Paul Rouland et de Pierre Bellemare à Europe 1. Je faisais la queue pour assister aux émissions, donc je me suis dit que c'était clair. Puis alors il y a cette photo qui est incroyable parce que ça c'est, vous savez, c'est les photos de classe. Et à l'école, le type avait fait une petite mise en scène comme ça en mettant nos photos dans un écran télé. Et je ne sais pas quel âge j'ai, je dois avoir 6 ans, 5-6 ans. 6 ans là. C'est incroyable quand j'ai retrouvé cette photo. Et voilà, c'était prémonitoire. J'ai toujours été... j'ai été attiré, j'ai toujours aimé vulgariser. J'ai toujours ce côté pédagogue, etc. Et je me suis dit, quoi de mieux que les médias pour élargir mon audience et pas le faire juste en colloque singulier avec les patients. Alors tout de suite, quand tu rentres dans les médias, cette fois pour de vrai, après cette photo, tu développes ta marque de fabrique qui est l'humour justement sur des sujets de santé, pourtant parfois graves. Ça devient d'où ? Est-ce que c'était réfléchi ? C'est familial. L'humour dans la famille, c'est quelque chose. J'ai été nourri à l'humour dans la famille, mais je me suis. Et puis je suis comme ça, c'est ma nature. Je suis exactement ce que vous voyez à la télé. Je le suis dans la vie. C'est-à-dire, j'adore déconner. C'est peut-être ça la clé d'ailleurs, d'être parfaitement naturel. Oui, je suis très naturel. Après, quand j'ai commencé à faire de la télé et à apporter cette touche d'humour que j'apportais déjà à France Info d'ailleurs dans les chroniques, on m'a rapidement dit, mon producteur de l'époque m'a dit « Michel, tu peux pas ». En sortant du plateau, je me faisais engueuler. Il me disait « Tu peux pas, il y a des gens qui sont concernés par ce que tu racontes, tu es en train de déconner, vous vous marrez ». Il me dit « C'est pas possible, tu peux pas faire ça ». Donc j'ai arrêté 2 heures. Et le lendemain, je recommençais. Ouais, c'est le naturel. Et on a fini. Et en fait, on a fini par faire de cet humour qu'on partageait avec Marina la carte de visite du magazine de la santé. C'était l'ADN du magazine. Les gens se disaient, on va venir, on va probablement avoir un sujet qui va nous concerner parce que c'était la première fois qu'il y avait une émission multithématique. Et puis en plus, on va probablement sourire ou se marrer. Et c'est ce qui a fait le succès du magazine, avec le zapping de Canal et qui nous a fait une publicité incroyable. Alors, dans ta logique de pédagogie, tu as écrit un nombre de livres absolument incalculable. Enfin, je crois que si c'est calculable, mais c'est un peu plus de 50. Enfin, d'ailleurs, si je te demande le nombre exact, je pense que je ne l'ai pas. Et surtout, parce que je suis très honnête, il y a beaucoup de ces livres que j'ai écrits en collaboration avec des journalistes ou avec d'autres amis qui ont coécrit ces livres. J'ai jamais prétexté ou fait croire que j'avais tout écrit moi-même. Bon, alors, 50 livres en 20 ans, ça fait 2 livres et demi par an. Ça fait quand même un rythme assez... Ouais, tu vois, on a fait un petit peu de... Ouh là là. Ouais. Ah oui, tu vois ? Tu l'as déjà vu la collection complète comme ça ? Non, j'ai pas vu comme ça, mais il y en a, faudrait que je lise surtout. Il n'est pas trop tard, voilà. Alors il y a tout. Tu as écrit sur tous les sujets: le cerveau, l'amour, le tabac, la vue, la génétique, la maternité, le cœur, l'obésité, l'herpès, le cholestérol, les jambes lourdes, les camps de la mort aussi, le sport, les hypochondriaques, la longévité, l'haleine, la sexualité, la chirurgie orthopédique, le diabète, les accidents domestiques, le mal de dos, la nutrition, les dents, bref. C'est une encyclopédie. Tout le corps humain y est passé, et pas seulement la région de ta spécialité ORL. Qu'est-ce qui te pousse à écrire ? C'est-à-dire que pas qu'à écrire d'ailleurs, aujourd'hui on est dans une société où la communication c'est du 360. Il faut si on veut toucher un maximum de gens, il faut faire la télé, la radio, les bouquins, les magazines, ce qu'on fait avec Dr Good, les réseaux sociaux. Voilà, si on touche pas la même cible avec les bouquins et avec le reste. Donc là, les bouquins, c'était une façon pour moi, avant même l'arrivée des réseaux sociaux, de toucher le plus grand nombre. Alors Dr Good, justement, comment t'es venue l'idée ? C'est un magazine. Alors c'est mon frère qui a eu l'idée, qui me dit, il y a
la presse santé en magazine santé, elle est assez riche. Hein. Il y a des titres qui marchent très bien, Santé Magazine, Top Santé, etc. Mais ce sont des magazines féminins essentiellement qui parlent de maladies et autres. Nous, avec l'image que j'ai de type qui va parler santé de façon détendue, où on peut sourire, mon frère a dit, je pense qu'il y a un truc, il y a un truc qu'on peut faire pour lancer un magazine qui ne serait pas qu'un magazine féminin, qui serait lu par les hommes, et parce que les hommes et les magazines santé, ils les lisent aux toilettes discrètement. Et le fait que je sois alors c'est pas moi qui ai eu l'idée de me mettre en vitrine comme ça tout le temps, mais on est allé voir Mondadori à l'époque, l'éditeur, qui nous a dit banco, et ça a cartonné tout de suite. C'est bien, ça t'évite d'aller chercher quelqu'un de différent pour la couve à chaque fois. Oui, alors, tu sais que, tiens, ce week-end, il faut que je fasse la couve. C'est génial, et puis ce magazine cartonne, ça a été le meilleur lancement magazine des 10 dernières années, donc... Après, moi, je leur ai dit, bon, c'est pas possible de me mettre en photo un petit peu plus petit, parce que je vois partout dans tous les kiosques et tout. Qui attire. Ils ont fait une enquête, ils ont dit non, c'est pas possible. Donc on continue comme ça, et ça cartonne. Et avec les réseaux sociaux aussi. Très bien. Parmi toutes tes publications, si tu retiens celle qui t'a le plus marqué? Hippocrate aux enfers, bien évidemment. Hippocrate aux enfers. Mon livre sur les médecins des camps de la mort. Un livre qui parle c'est des portraits de certains des médecins qui ont fait des expérimentations, des expériences sur les déportés. Un livre dont je suis très fier. Je crois que c'est celui dont je suis le plus fier, que j'ai écrit complètement, qui a nécessité de ma part une enquête pendant plus d'1 an, avec une enquête extrêmement douloureuse, parce que parce que ça, il y a beaucoup c'est pas juste découvrir, c'est aussi ressentir dans une enquête de ce type-là. Je suis concerné directement. Je suis allé à Auschwitz, et puis j'ai lu pendant 1 an pour résumer ça sur le bouquin. Et en fait, la question de départ était simple, c'est comment des médecins qui font le même métier que moi ont pu considérer des êtres humains comme des animaux. Voilà, je me disais, mais ça ne va pas avec l'idée qu'on a de « je veux faire médecine pour sauver des vies ». Qu'est-ce qui se passe dans le cerveau d'un mec qui est capable, comme Mengele par exemple, de se demander pourquoi les jumeaux existent, ou comment on va faire pour transformer les yeux marrons en yeux bleus pour que ça fasse plus à rien. Je me dis, moi, en tant que médecin, je ne comprenais pas. Je n'ai pas la réponse, mais j'ai analysé ça à travers plusieurs portraits. Merci beaucoup justement pour cette exploration et ce témoignage. Et c'est incroyable, parce que ce bouquin, il est recommandé dans les facs de médecine. Ouais. On en a vendu 150 000 exemplaires. Ouais. Moi, je pensais qu'il intéresserait une niche et tout. Je suis très fier de ça, vraiment. On marque une courte pause et on se retrouve dans un instant, Michel Simès, pour découvrir la suite de tes passions. De retour dans le tête-à-tête des pionniers avec Michel Simès, le médecin préféré des Français. Alors, on a vu comment ta passion pour la pédagogie a envahi les écrans et les librairies. On va maintenant découvrir d'autres passions un petit peu moins attendues. Alors la première, c'est la passion comédie. C'est pas si éloigné en fait de ton métier d'animateur, sauf qu'on a bien vu que le secret d'un bon animateur, c'est quand même d'être le plus naturel possible. Mais enfin là, t'es vraiment rentré dans des jeux de comédie. Donc tu as tenu plusieurs rôles en télé, en cinéma, notamment dans la série Y a pas d'âge, et tu as même joué dans La Vérité si je mens 3. Tu t'es dit quoi la première fois qu'on t'a confié un rôle en comédie ? Alors, dans La Vérité, j'avais un petit rôle. Là, c'est La Doc et le Veto avec Dounia Cossens, où j'avais le premier rôle. On va en parler aussi, oui. Les 2 premiers rôles. Moi, j'ai toujours... Ça, c'est mon côté un peu carabin, un peu machin. Me suis toujours dit, tiens, je jouerais bien un rôle un jour, mais un petit rôle, un petit truc pour s'amuser. Et en fait... je l'ai fait savoir, parce qu'il faut toujours faire savoir ce que tu as envie de faire, on ne sait jamais, sur un malentendu. Et France Télé s'est dit, tiens, on va le tester sur Meurtre en Pays d'Oléron. On va lui donner un rôle de médecin. Parce que je voulais au départ avoir un rôle de médecin pour ne pas rajouter à la difficulté un rôle de composition. Je ne suis pas acteur, donc je me suis dit, si je joue un rôle de médecin, au moins j'ai les gestes, j'ai la tchatch.
ça sera beaucoup plus simple. Et on m'a confié ce premier rôle, donc j'étais hyper stressé, quoi. Heureusement, quand je suis arrivé, tu sais, quand tu tournes un téléfilm, t'arrives, il y a toujours une petite soirée avant les premiers tournages du lendemain pour que tout le monde se présente, l'équipe et tout. J'ai fait un petit discours très très plein d'humilité en disant oubliez l'animateur. Avec toute l'équipe, j'ai dit oubliez-moi, oubliez l'animateur. Je suis là, je sais pas faire, donc n'hésitez pas, venez me voir si ça va pas. Dites-moi, le réalisateur Thierry Bénisteau était extraordinairement bienveillant. Hélène Cesaré qui joue avec moi aussi. J'aurais dit, moi je suis une éponge. Il faut m'apprendre des choses. J'arrive pas. Parce que c'est ça le problème dans ce métier, c'est que quand tu as une notoriété et que tu arrives quelque part, on te dit bon les mecs. Tiens, tout le monde se lève parce que j'arrive. Non, moi je suis arrivé en... Justement, la Doc El Veto, 6 épisodes diffusés sur France 3. Là, cette fois, tu es vraiment devenu veto. Hein, tu voulais, ça y est, c'est ta réussite au coup. Hein, c'était un peu détourné, mais finalement, ça a marché. Alors, la série a connu un franc succès avec 4,2 millions de téléspectateurs lors de la diffusion du dernier épisode. Question, ça continue ou pas ? Alors on a avec tourné, un tel succès. Non, mais ce qui est marrant, c'est qu'on a tourné ce dernier épisode avec Dounia et c'était prévu que c'était le dernier. Et en fait, ça a cartonné le dernier épisode et qu'on se pose tous la question, y compris à France Télé, de savoir si on va pas en faire un autre dans quelques mois. On ne sait pas. Nous, on aimerait bien y retourner avec Dounia parce que c'est pareil. Quand vous avez la chance de tourner avec une actrice aussi bienveillante et aussi sympa, tout est plus simple. Et on aimerait bien y retourner. En plus, on tournait en Auvergne, dans la région de Besse. Sympa, qu'est-ce que c'était beau. Et bon, on aimerait bien en refaire une. Mais là, je pars sur un autre. Je vais faire un autre téléfilm unitaire cette fois. Au lancement de Dr Good, tu avais créé ta propre fiction en jouant le Dr House. Je ne sais pas si tu te souviens. Si, je me souviens. On a une image. Alors ça fait partie des canulars ou c'était pour des le blagues lancement de notre site Bonjour Docteur à l'époque. Allô Docteur, mais j'avais imité Dr House dans les couloirs de nos bureaux et c'était pour le lancement. C'était bien marré. On t'a aussi vu parfois chanter toute la médecine que j'aime. Façon Johnny Hallyday. Elle vient de là, elle vient de ma blouse. Mais là c'est typiquement le carabin qui ressort. C'était pour mon dernier magazine de la santé. J'avais enregistré quelques clips. Il y a celui-là, il y avait Stéphane Echer, il y avait où j'avais dit, c'était quoi cette chanson de Stéphane Echer, laisse-moi, je vais te laisser présenter toute seule à Marina, etc. Et j'avais fait plein de clips qu'on avait diffusés. Et alors qu'on a super marché sur le net. Vous tapez mon nom, Johnny Hallyday, Stéphane Echer. J'avais fait d'autres. Je sais plus ce que j'avais fait. J'en ai fait plusieurs. Alors quel est ton moteur pour faire les choses parce que la haine de l'échec, on l'a vu tout à l'heure, c'était un moteur très très fort pour étudier, devenir médecin. Mon moteur, c'est réussir. L'ennui. Mon contre-moteur, c'est l'ennui. C'est l'ennui. Ça. Je ne supporte pas de m'ennuyer. Et je m'ennuie très vite. Je suis ce qu'on appelle TDAH. De l'attention. Là, depuis le début de l'émission, on t'a pas perdu, t'es pas sorti du plateau. Mais là, il va falloir quand même. Non, je suis TDAH, c'est-à-dire trouble de l'attention et avec ou sans hyperactivité. Donc, je suis très. Il faut que j'ai 25 trucs à faire dans la journée différents. Je peux pas. Et quand je commence quelque chose, il faut que j'ai un but. Que j'ai un défi à l'arrivée pour pouvoir aller au bout. Tu parles du bateau. Quand j'ai mon permis côtier, comme beaucoup de gens ont leur permis côtier, mais ce qui m'emmerdait, c'est que je ne pouvais pas m'éloigner des côtes suffisamment si je veux aller d'une île à une autre, par exemple. Et donc, j'ai passé mon hauturier, qui est le plus haut truc, qui nécessite quand même beaucoup de boulot pour le passer. Parce que je voulais arriver à un truc qui me... J'ai mon brevet de pilote d'avion parce que je voulais prendre des cours d'avion, puis je me suis dit, prendre des cours, ça sert à rien si c'est pas pour aller au bout. Donc j'ai passé mon brevet et j'ai arrêté de voler le jour où j'avais mon brevet. Voilà, je suis un peu con. Donc, je m'emmerde à faire des trucs et puis à l'arrivée, je m'en sers pas. Merci Michel Simès de nous avoir partagé ses passions. Et non, ce n'est pas fini, parce que je vois bien qu'avec ta volonté de faire toujours 14 choses, tu as envie de partir. Mais non, tu vas rester encore un peu. Non, j'ai envie de parler encore. Il est temps pour nous... très bien. Alors justement, on va prendre un peu de recul avec l'instant philo.
Un peu de philo, donc maintenant, et on va parler de 3 sujets. Attention, on a appris 3 parce qu'on sait bien que il t'en fallait plusieurs, puisqu'un seul ça suffisait pas. C'est le mot philo qui m'inquiète. C'est ça. Alors, optimisme, hyperactivité et empathie. Alors, Michel Simès, l'optimisme, tu aimes cette phrase d'Alain qui dit que le pessimisme est d'humeur et l'optimisme de volonté. Tu te souviens, toi, d'avoir décidé un jour d'être optimiste ? Non, parce que je le suis naturellement. C'est-à-dire que alors, je suis très mektoub. Tu sais, mektoub en Afrique du Nord, c'est bon, il y a un truc qui se fait pas, ça devait pas se faire. Il y a mieux ailleurs. Et moi, je vois toujours la lumière au bout du tunnel. Même quand je suis comme tout le monde, j'ai passé des périodes difficiles dans ma vie. J'ai toujours vu plus loin. J'ai eu un cancer du rein. À part le moment de l'annonce où je me suis dit je vais mourir, dès le lendemain, je me disais je vais m'en sortir. Je suis comme ça et voilà. Et je trouve qu'il y a des gens qui souffrent tellement plus que nous que voilà, il faut toujours être optimiste. Et est-ce que tu dirais que l'optimisme, justement, c'est bon pour la santé ? C'est le pessimisme qui est mauvais pour la santé. D'accord, c'est plutôt ça. Le pessimisme, c'est le stress. Le stress, c'est tous les effets délétères sur la santé. Tu écris dans ton livre « Rien n'est impossible » que c'est ta joie d'être vivant, justement, qui t'a sauvé en 2010 lorsque tu as été diagnostiqué d'un cancer. Alors, tu nous l'as dit, le premier jour, tu as été déprimé, tu as cru que tu allais mourir. Le deuxième, tu t'es dit « je vais m'en sortir ». Est-ce que toi, quand tu as dû annoncer des diagnostics compliqués, tu avais perçu cette dimension-là chez les patients ou tu essayais de garder une certaine distance ? Non, j'avais perçu, oui, bien évidemment, mais puis ça c'est encore plus avec l'expérience. Mais il y a eu un avant et un après. C'est-à-dire que quand j'annonçais des cancers à mes patients, avant d'en avoir un moi-même, je ne le vivais pas de la même façon qu'après en avoir eu un. Parce que moi j'ai vécu ce que mes patients... Alors, heureusement qu'un médecin ne vit pas personnellement tout ce qu'il annonce à ses patients. Mais c'est certain que quand on a le traumatisme d'une annonce d'un cancer, qu'on l'a vécu soi-même et qu'on annonce un cancer à un patient après, on ne le vit pas de la même façon. Moi, c'était des piqûres de rappel à chaque fois. C'était une souffrance personnelle quand je devais annoncer en plus un cancer à un patient, parce que je savais ce qu'il allait vivre. Je savais cet état de sidération au moment de l'annonce. Mais ça ne m'a pas empêché, avant d'avoir le mien, d'avoir beaucoup d'empathie, puisque c'est le mot que tu soulignes, mais d'avoir de l'empathie, parce que je pense que l'empathie est la base de l'exercice médical. Si on n'a pas d'empathie, on ne peut pas être un bon médecin. On a une photo pour toi qu'on va te montrer. Ah, c'est mon petit frère, Franck. Exactement. Qui a 9 ans de moins que moi. Alors, avant de réagir, on a justement une question pour toi, de la part de Franck. Bonjour mon cher frère, j'espère que tu vas super bien. Voilà, j'avais une question à te poser, c'était de savoir ce que t'inspirait la photo que tu es en train de regarder. Voilà, je t'embrasse et je t'aime. Qu'est-ce qu'elle m'inspire, cette photo ? Elle m'inspire que voilà, on a 9 ans d'écart avec mon petit frère. On était à l'époque, on vivait dans un quartier populaire du 18e arrondissement de Paris, dans un petit appartement. On était tous les deux dans la même chambre, une petite chambre. Et que voilà, ça a été le bonheur absolu. Et malgré, et on a vécu, on n'était pas à plaindre, hein. Mais mon frère, c'est marrant parce que aujourd'hui on travaille ensemble avec Franck, on est très très proches l'un de l'autre, on fait beaucoup de choses ensemble. C'est lui qui a eu l'idée du magazine, c'est lui qui a eu l'idée de plein de choses avec moi. On est d'une grande complémentarité en plus de l'amour qu'on se porte. Et voilà. Et c'est marrant parce que qui aurait dit à ce moment-là, à cette époque-là, que tant d'années plus tard, on serait en train de bosser ensemble et de partager autant de choses. Voilà, je l'aime aussi. C'est beau, hein, parce qu'en plus, justement, il y a vos parcours de vie qui ont pu être différents et vous arrivez à vous retrouver ensemble pour construire ça. C'est vraiment on est d'une grande complémentarité et d'un grand amour fraternel. Assez philosophé, on passe maintenant à ton actu. Ton actualité, Michel Simès, c'est un des grands engagements de ta vie, celui de l'activité physique. En France, plus d'un tiers des adultes cumulent un niveau de sédentarité élevé et une activité physique
insuffisante. Tu étais récemment ambassadeur santé pour les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Tu viens de sortir un nouveau livre, Bougez plus, vivez mieux, coécrit avec Kevin Mayer, le champion du monde de décathlon. Tu dis que la sédentarité est un fléau. Alors pourquoi ce sujet te tient-il autant à cœur ? Alors, Tony Estanguet, quand on a gagné les Jeux, et Marie Barzac, qui s'occupait de l'héritage, m'ont appelé en me disant, voilà, on voudrait que les Jeux laissent en héritage un pays actif. Or, les chiffres sont catastrophiques en France, vraiment catastrophiques. Et donc, ils m'ont demandé de les aider à faire passer le message. Ils m'ont nommé ambassadeur santé, ils m'ont nommé au conseil d'administration aussi du COJOB. Et pendant 7 ans, j'ai pas arrêté de faire passer le message grâce à des amis avec lesquels on a formé un collectif pour une France en forme qui regroupe les plus grands spécialistes du sport santé en France. Et on s'est battu pour ça parce que l'activité physique, il y a 2 notions. L'activité physique, c'est quand on fait les 30 minutes d'activité physique quotidienne recommandées par l'Organisation mondiale de la santé. Quand on ne les fait pas, on est inactif. La sédentarité, c'est le nombre d'heures qu'on passe tous les jours assis. À partir de 6-7 heures, c'est très mauvais pour la santé. Donc, il a fallu lutter contre ces 2 phénomènes et déjà expliquer ce que c'était, l'inactivité et la sédentarité. Pendant 7 ans, avec l'aide du gouvernement, avec l'aide, et je la remercie encore, je l'ai fait à plusieurs reprises, avec l'aide d'Amélie Oudéa-Castéra, la ministre des Sports et des Jeux Olympiques, qui nous a énormément aidés pendant toutes ces années, grâce à certains ministres de l'Éducation nationale, pas tous, grâce à des ministres de la Santé, pas tous. On a réussi, et surtout grâce à Tony et Marie Barzac, on a réussi à faire passer le message. Maintenant, il faut concrétiser et faire en sorte que les Français se mettent à bouger. On l'a réussi à le faire dans les écoles. Il faut qu'on continue notre action. Alors, donc ça, c'était l'actu officielle, j'ai envie de dire, notamment le livre avec Kevin Mayer. Mais nous, on a voulu trouver une actu moins officielle, non officielle. Donc pour ça, on est allé voir Adriana Carambeu. Et elle y va pas par 4 chemins. Adriana, elle a une question pour toi. Coucou Michel, est-ce que tu vas bien? Je sais que tu vas bien car je t'ai eu au téléphone il y a 2 heures. Mais j'ai une question à te reposer, car je te posais plein de fois et tu ne me réponds pas vraiment, gna 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 gna. Donc, cette fiction qu'on a imaginée ensemble, tu vois, un film, fiction, télé, c'est pour quand? Parce que tu sais très bien que ça va être top. On va se régaler, on va kiffer. Donc dis-moi juste quand. Je t'embrasse très très fort. Mouah. Moi aussi, je t'embrasse. Vous voyez, on est très potes. Hein. Oui, je vois. Alors, cette histoire de fiction, on a envie avec Adriana de faire une fiction tous les deux. Et je ne sais pas pourquoi ça ne s'est pas fait jusqu'à maintenant, mais soit des producteurs qui nous écoutent vont avoir la bonne idée de nous appeler et de nous dire, voilà, j'ai peut-être une idée pour une fiction, soit on va finir par l'écrire nous-mêmes, parce que je pense... Adriana, elle joue dans des fictions et elle joue très bien. On s'entend super bien. On voulait même faire les coulisses des pouvoirs extraordinaires du corps humain en fiction. Et alors, je réponds. Ma chère Adriana, je sais où elle est ma caméra. Elle est là? C'est ici? Ma chère Adriana, je prends un engagement devant toi que dans pas longtemps, on va avoir un projet de fiction parce que je vais commencer à appeler un peu à droite à gauche et il faudrait vraiment être débile pour qu'un producteur ne pense pas qu'on puisse faire de l'audience. Voilà, on va le faire. Je te promets, c'est un engagement. Donc, quand? Réponse, dans pas longtemps. Dans pas longtemps. Voilà. Alors, on passe maintenant à la séquence rapide de cette émission. Le Quizella. Eh oui, le Quizella. Donc en fait c'est entre ton nom et ça. Le quiz. Eh oui, parce qu'on l'avait. C'est toi qui as trouvé ça? Ouais, in fine, oui, mais parce qu'on avait trouvé plusieurs. Non, mais là, ouais. Là on est dans. C'est du marketing. Ouais, tu sais, j'aime bien. C'est le high level. Ouais. Quizella. Oh. Bah, parce qu'au début c'était le quiz musique, mais ça marchait moins bien. Tout ça. Non, mais là, le Quizella, c'est. Ouais. Là, c'est signé là. Ça devient mythique. Alors, voilà les règles. Je te pose plein de questions et toi, tu dois y répondre en quelques secondes. Ça va vite. T'es prêt? Attention, c'est parti. D'abord, on va voir si tu connais tes classiques. Si je te dis George Clooney, à quelle série américaine tu penses? Urgence.
Dans quelle série médicale Grégory est-il un médecin avec une canne? Facile. Docteur Folamour, non? Non. Je regarde jamais les. Comment il s'appelle? Il s'appelle Grégory. C'est un médecin avec une canne. Ah oui, j'avais pas. Non, parce que il faut que tu. Alors, parmi les conseils, merci. Articule. Bah oui, mais c'est très important parce que raison. si même ton interlocuteur bien comprend sûr. pas, tes spectateurs ne pourront pas comprendre. Donc c'est Dr House. Très bien, parfait. Merci docteur. Est-ce que tu préfères une bonne nuit de sommeil ou une séance de sport matinale? Tu peux me dire les deux, mon capitaine. Hein. Je dors 5-6 heures par nuit, donc je peux faire tu peux faire les deux, ma séance de sport. Ouais. Les deux. Est-ce qu'il vaut mieux un stress positif ou un calme absolu? Pareil, les deux. Le stress positif, à partir du moment où c'est un stress choisi et non pas subi. Ouais. T'as compris la phrase ou pas? Alors, j'étais dans la question d'après. Ça demande une réflexion. Et donc, on est dans la partie philo. Là. Je vais le regarder en replay. Voilà, c'est ça que je vais faire. Qu'est-ce qui te plaît le plus chez l'humain? Adriana Carambeu. Bon, alors, très bien. Attention à celle d'après. Qu'est-ce qui te gonfle le plus chez l'humain? Adriana Carambeu. Oui, c'est ça. Ton plus grand rêve aujourd'hui? Gonfle dans quel sens? Alors ça, c'est toi qui sais. Ah d'accord. Ton plus grand rêve aujourd'hui? J'aime bien parce que les gens ne le voient pas, mais quand t'entends nos amis cadreurs se marrer, c'est que t'as fait. C'est bon. C'est que les gens vont se marrer à la télé aussi. Merci les amis. Alors j'en étais où? Ton plus grand rêve aujourd'hui? Mon plus grand rêve aujourd'hui, c'est de continuer à me lever tous les matins en me disant que la vie est formidable et que j'ai une chance dingue. C'est pas juste des paroles, c'est que je me suis jamais levé en me disant je vais travailler. C'est quoi l'esprit pionnier pour toi? C'est d'oser. Je vous répète la phrase que je te répète la phrase que j'ai dit au début. Rien n'est impossible, même l'invraisemblable. Et pour être pionnier dans quelque chose, il faut se dire, il faut penser à cette phrase en permanence et oser les choses. Qu'est-ce que tu as envie de dire à la prochaine personne qui sera invitée dans les pionniers juste à ta place? Que c'est long, très long. C'est long, hein, c'est long. Mais c'est plus que 30 minutes, ouais, c'est ça. Il faut se concentrer. Non, qu'elle va passer du bon temps parce que quand on est interviewé, en général, c'est très court, 10 minutes maximum, et que quand on a 45 minutes, on peut surtout face à un intervieweur de cette qualité. Je l'attendais, je n'osais pas. Je peux même pas parler d'intervieweur. C'est une sorte de conversation dans laquelle on oublie complètement le contexte, où on a envie de se confier et de dire voilà, laissez-vous porter par le Quizella. Un peu comme quand on est chez le médecin. Voilà, Fred Quizella, je t'avais pensé ça. Pour finir, si les 8 milliards d'êtres humains regardaient les pionniers, ce qui est pas loin d'être le cas, parce que nous aussi on a de l'audience. Tu vois, à chaque fois que j'ai parlé de ton émission, on m'a dit. Je sais bien. Donc là, 8 milliards, tiens-toi bien, d'audience. S'ils étaient tous là à regarder les pionniers, qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire? J'aurais envie de leur dire que je vis pas dans le monde des bisounours, que je sais que la vie peut être très difficile pour la grande majorité de la population sur cette planète, mais que la vie peut être belle si on regarde les étoiles, si on regarde le soleil, et si pas directement pour pas se brûler les yeux, et si on voit qu'au bout il y a une lumière. Merci pour ces belles paroles. On va se quitter sur cette chanson que tu as sélectionnée. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu l'as choisie et ce qu'elle représente pour toi? Alors, si tu veux pas que je me mette à pleurer, il faut que tu l'arrêtes. On va la mettre un petit peu moins fort. C'est Yiddish Mamé. Oui. C'est une chanson juive ashkénaze qui est Yiddish Mamé, c'est la mère juive, et c'est une chanson qui fait pleurer toutes les mamans juives, tous les papas juifs et souvent les enfants. Et c'est la chanson qu'on mettait pour les anniversaires de ma grand-mère qui nous a quittés quand elle a eu 100 ans. C'est la fin de cette émission. Merci beaucoup, Michel Simès, de nous avoir fait entrer dans ton monde, d'avoir partagé tes expériences, tes succès, tes échecs, tes coups durs, ta philosophie ultra positive et optimiste. Merci beaucoup. Merci à toi. Quant à vous, chers auditeurs et téléspectateurs, vous pouvez retrouver cette émission et toutes les précédentes, ainsi que du contenu exclusif sur lespionniers.tv. Et n'oubliez pas de vous abonner à l'émission ou au podcast, bien sûr, suivant la manière avec laquelle vous nous écoutez. Et vous pouvez aussi vous abonner à nos réseaux sociaux, Les Pionniers TV. Merci beaucoup et à bientôt.
Les pionniers chez Fred Mazzella sur BFM Business.